000 patients du VIH. L'information qui barre la une de My Hospital n'est pas moins importante que les priorités du projet de budget 2024 évoqué au Parlement. Cameroun Tribune pointe le renforcement des mesures pour la prévention de l'intégrité territoriale, la poursuite des opérations spéciales de déguerpissement préventif des populations installées dans les zones à risque, la réduction de la dépendance du Cameroun aux importations des produits agroalimentaires et halieutiques, ou encore le recrutement de 3000 nouveaux instituteurs. Des actions prioritaires en perspective pour un budget prévisionnel d'environ 6700 milliards de francs CFA, relève alors l'économie quotidienne. Fin de scène pour la revue de presse, place au débat. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver sur ce plateau de scène de presse. Lors du conseil de cabinet du 26 octobre 2023, le Premier ministre chef du gouvernement a sommé le maire de la ville de Yaoundé, au regard de la dégradation de la voirie urbaine, de prendre à l'immédiat des mesures qui s'imposent pour assainir le siège des institutions républicaines. On peut le dire pour la ville de Yaoundé, on peut le dire aussi pour d'autres villes camerounaises confrontées sous la pression démographique, à l'enlèvement des ordures ménagères, au phénomène des mototaxis, à l'inefficacité du service d'assainissement. Scène de presse saisie de l'interpellation du gouvernement pour inscrire au débat de ce dimanche la question de l'insalubrité dans nos grandes villes. Qu'est-ce qui fait problème? L'insalubrité urbaine n'est-elle pas liée à l'incivisme des citoyens? Comment sortir de ce bourbier? Nos invités ce soir vont échanger autour de ce questionnement et autour de la table justement. J'ai à ma gauche Joseph Espoir Billon. Bonsoir. Bonsoir, c'est vrai, Alégambili. J'avoue, si vous me permettez, que c'est un immense plaisir de me retrouver sur ce plateau. C'est nous qui partageons votre plaisir parce que vous avez effectué le déplacement de Douala pour être sur ce plateau. Vous êtes maire, adjoint maire de Douala, 5e. Effectivement. Merci de répondre à notre invitation. Et en face de vous, j'ai Emmanuel Nikam. Bonsoir. Oui, bonsoir beaucoup. C'est aussi un grand plaisir pour moi d'être sur ce plateau en ce jour. Alors, vous êtes là, vous êtes enseignant-chercheur à l'école polytechnique de Yaoundé. Vous êtes également président exécutif de ERA Cameroun. C'est une association qui fait dans l'assainissement, dans l'eau et l'assainissement, c'est ça? Effectivement. Que faites-vous exactement? La gestion des déchets également. Donc nous faisons des conseils, on fait des études pour les communes, pour l'État également. On essaie de faire également des projets opérationnels pour essayer de montrer un peu le chemin à suivre avec les pauvres moyens que nous avons. Mais on essaye de mettre des projets opérationnels pour pouvoir montrer des exemples que les communes, que l'État peut suivre par exemple pour améliorer l'état de salubrité dans les villes. Vous êtes mieux placé pour nous guider dans la discussion de tout à l'heure. Merci d'être venu. Merci beaucoup. À côté de vous, j'ai Ekani Otu. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Acteur politique. Alégambélé, merci de m'avoir invité. Bonsoir aux téléspectateurs de la CRTV. C'est un honneur d'être sur votre plateau. Vous êtes le directeur national du Front des démocrates camerounais, FDC, c'est ça, psychologue social et chef d'entreprise. On sait que vous avez participé aux dernières élections sénatoriales. Vous étiez candidat? Oui, j'étais tête de liste dans la région du centre pour le compte de mon parti. Le sujet pour lequel vous nous avez invités faisait aussi partie d'un des points de nos campagnes. Donc c'est avec beaucoup d'aisance, beaucoup de plaisir que je vais rappeler certains de ces points. Merci. Merci. Je finis par Timothée Soma Abena. Bonsoir. Bonsoir, c'est vrai, Alec. Bienvenue, Timothée. Merci pour l'honneur que vous me faites de me permettre de partager le plateau de cette agape éditoriale d'élite. Alors, vous êtes journaliste, directeur de publication du quotidien La République Presse, chercheur en sciences sociales, spécialiste des questions de droit et communication. C'est beaucoup le titre. Tout à fait. Nous essayons autant que faire se peut de concilier toutes les responsabilités inhérentes à ces multiples casquettes. Merci beaucoup, merci à tous, merci à vous qui prenez la peine de nous regarder à la maison. Alors, un article publié par le quotidien Cameroun Tribune en mai 2022
On peut lire, l'auteur l'écrit d'ailleurs, les mesures prises par les autorités pour rendre nos villes propres semblent infructueuses. Les ordures et les eaux usées sont régulièrement déversées sur les voies publiques. Les chaussées sont envahies de déchets, laissant l'image des cités poubelles. Une atmosphère de pollution de nature a exposé les populations aux maladies. Les réunions de sensibilisation se succèdent, les remises de matériel nettoyage se multiplient, mais les résultats ne sont pas ceux attendus. Pourquoi nos villes sont sales? Je commence par monsieur le maire. D'accord. Je vais être un peu sincère. Je pense que nos villes sont sales parce que les citoyens camerounais ne sont pas encore conscients de leur devoir citoyen. Je vais vous rappeler qu'il y a très récemment, le chef du gouvernement a signé un décret sur les droits d'assises qui avait été redistribué avec toutes les collectivités territoriales décentralisées. Et moi j'ai dit aux gens que ce n'était pas là-bas le problème. On peut donner à une collectivité territoriale tout l'argent du Cameroun. Ça sera toujours sale. Vous voyez, ce n'est pas comme si toutes les communes du Cameroun étaient sales. On a quelques communes quand même qui font la différence, comme Limbé. Pourquoi Limbé c'est propre? Pourquoi Yaoundé c'est sale? Est-ce que Limbé a plus de moyens que la commune, que la mairie de la ville de Yaoundé? Je ne pense pas. Pourquoi Abaganté à un moment donné c'était trop vanté comme étant l'une des communes les plus propres? Je pense qu'il y a un problème de citoyenneté. Il faut remarquer une chose. Moi j'ai été récemment à Kigali et il y a quelque chose que j'ai retenu, c'était que lorsqu'on change l'image, les mentalités aussi changent. C'est que dans notre environnement, moi j'ai fait un constat puisque je suis le maire en charge de l'hygiène et salubrité à la mairie de Douala 5e. Est-ce que votre commune est propre? Je ne dirais pas oui. Pourquoi? Parce que c'est un problème des citoyens? Je pense que au moins à 50% c'est un problème de citoyen. Je vais vous expliquer, c'est très simple. Quand le citoyen arrive, trouve un bac à ordures placé en bonne et due forme, choisit de vider sa poubelle au sol, alors qu'il peut le faire. Il faut trouve ce bac à ordures. Dans le cas où il trouve ce bac à ordures et il choisit de ne pas le mettre dans le bac à ordures, et il faut savoir une chose, c'est que l'habitude est une seconde nature. Quand les employés, les agents d'ISACAM savent que même en mettant le bac à ordures, le citoyen est aisé à vider sa poubelle au sol, à un moment donné il s'est dit ça sert à rien d'amener le bac à ordures, et c'est la réalité. Permettez-moi de chuter, il va choisir de ne pas venir avec le bac à ordures parce qu'on va vender au sol, il viendra ramasser au sol pour charger le camion. Et régulièrement quand on relance des agents d'ISACAM, vous disent mais monsieur, mais on va passer ramasser ça. On dit mais non, il faut venir avec le bac pour que, en fait, c'était pour vous dire qu'en réalité là, c'est un exemple de la responsabilité citoyenne. Professeur, vous partagez ce point de vue là? Partiellement. Je partage partiellement le point de vue de M. le maire. Effectivement, au fond, il y a un problème qu'on peut dire de citoyenneté, c'est-à-dire que où les citoyens choisissent souvent des mauvaises manières de faire par rapport aux bonnes manières. Mais je pense aussi au fond, c'est que le citoyen également est mal éduqué. Il y a certaines choses, par exemple, que le citoyen fait, pas par mauvaise foi, mais par mauvaise éducation également. Bon, je peux dire que dans le secteur, les déchets solides, dont le maire a évoqué tout à l'heure, effectivement, il y a une petite dose de mauvaise foi, c'est-à-dire que pour les gens qui vont aller verser les déchets à côté, il y a également les responsabilités au niveau individuel et des ménages, parce qu'en réalité, comme vous voyez, la plupart des ménages vont envoyer les enfants pour jeter les ordures. Donc, même si l'enfant vient à toutes les volontés du monde de le jeter dans le bac, il n'a pas la taille suffisante, il n'a pas la force suffisante pour pouvoir soutenir la poubelle qu'il a sur l'eau pour verser dans le bac. C'est les mêmes Camerounais qui vivent à Limbé, qui vivent à Douala, qui vivent à Yaoundé, à Banganté. Comment se fait-il que les citoyens de Yaoundé soient plus loin de l'éducation à la citoyenneté que ceux de Limbé? Non, je pense qu'il faut nuancer. C'est pas forcément parce que Limbé a une petite lueur d'espoir par rapport à la salubrité qu'on va penser qu'il n'y a pas d'insalubrité à Limbé. Ça a vraiment dit qu'il n'y a pas d'insalubrité à Limbé, moi je pense que c'est pas vrai. Même à Banganté. C'est le moins mauvais en tout cas. même à Banganté, quand c'était à l'époque où c'était un peu bien géré, il y avait également des points d'insalubrité. Mais je pense que la première chose qu'il faut essayer de voir, c'est de savoir qui est responsable. Or, mais vous semblez dire, le maire et vous semblez dire que le responsable, c'est le citoyen, parce qu'il n'est pas bien éduqué, parce qu'il est... non, pas totalement. Attendez que je vous dise, qui est citoyen, qui est responsable. En fait, quand on regarde par exemple la gestion des ordures ménagères,
au niveau des ménages, c'est toujours les non-responsables qui sont en charge de gestion des ordures ménagères. C'est-à-dire que les ménages vont envoyer qui jeter leurs poubelles. Souvent le gardien. Pour ceux qui ont les gardiens à la maison, c'est le gardien qui va se charger. La domestique, pour ceux qui ont les domestiques à la maison. Ceux qui n'en ont pas, les deux vont envoyer le plus souvent les enfants. Donc ces enfants, par exemple, les enfants sont ce qu'ils sont. Même les enfants qui sont un peu plus âgés n'ont pas toujours cette bonne manière de pouvoir faire les choses. Donc il faut aussi se dire que au niveau de la collectivité, il y a également l'aspect réglementaire qui est insuffisant. Parce que, vous savez, l'homme répond à deux choses, la sensibilisation et la chicotte. Tant qu'on ne combine pas les deux éléments ensemble, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir le résultat escompté. Alors on va prendre l'avis d'un acteur politique. On met en doute l'éducation de nos citoyens, ce manque d'éducation qui sera à l'origine de cette saleté que nous avons dans nos villes, dans les grandes agglomérations. Vous partagez la même grille de lecture? Pas tout à fait, parce que on n'est pas dans un concours de rédaction ou de dissertation avec thèse, synthèse et antithèse. On veut dire que les responsabilités sont partagées. Voyez-vous, nous sommes dans un pays où les gens refusent de prendre effectivement leurs responsabilités. Le problème, il est global. Il n'est pas propre qu'au Cameroun. Mais en restant au Cameroun, dans la gestion de ces ordures ou dans la gestion d'autres choses, c'est un problème qui est situé en amont sur les personnes à qui on demande des comptes. Les personnes à qui on demande des comptes ont la responsabilité. Le professeur a parlé de chicotte, soit la chicotte, soit la réglementation. La réglementation. Il se trouve que les personnes qui sont censées vivre dans les espaces urbains ou même de l'arrière-pays n'ont pas le même rapport à la responsabilité citoyenne, n'ont pas le même rapport même à l'État. L'ensemble de la population camerounaise pense que l'État est différent d'eux. Et ça fait que l'attitude, lorsque quelqu'un habite en ville, semble s'inscrire dans un mouvement assez restreint. Je suis de passage, le véritable endroit où je dois rester, c'est peut-être dans mon village. Et je ne vais pas prendre le soin de curer le caniveau qui est devant ma maison ou devant notre quartier, de telle sorte que lorsque les quelques associations qui se mettent en place pour déceler que lors des pluies, il y a l'eau de ruissellement qui sort de son lit et qui parfois se retrouve dans les maisons et qui se mettent ensemble en sensibilisant que bon, écoutez, donnez 200, donnez 150 pour que nous puissions le faire. Ils ne se sentent pas responsables, ils ne se sentent pas partie prenante de l'action collective. Surtout les locataires. Que ce soit les locataires, que ce soit même les propriétaires. Et ça fait que globalement on se retrouve avec des personnes qui sont de passage dans leur esprit, des personnes qui ne se sentent pas suffisamment concernées par la question de la gestion, comme la question justement de l'insalubrité ou même des autres aspects qui sont liés à cela. Et je ne vais pas peut-être partir, je vous ai dit que je vais en avant. Au niveau des conséquences, lorsque vous analysez les indicateurs au niveau des structures sanitaires, le type de maladie dont souffrent les citoyens camerounais, vous allez toujours vous rendre compte qu'à plus de 70%, ce sont les maladies hydriques. Parce que ce soit l'aménagement urbain, la construction des toilettes, des points d'eau potables, de ces différents potages, l'ensemble de la fonctionnalité naturelle, les eaux vont tomber où, les ordures vont tomber où, ça fait que globalement, même dans l'alimentation, je pourrais dire, les conséquences sont là. Or, les responsables qui sont censés suivre, censés sanctionner, monsieur le maire, que ce soit la police municipale, que ce soit les autres types de police, que ce soit les responsables politico-administratifs,
tout le monde regarde et tout le monde attend. Ça fait que les bacs à ordures, par exemple, une simple réflexion, le bac à ordures où on vient déposer les ordures, de manière socio-anthropologique ou même sociologique, les bacs à ordures ont un problème relativement à ce que le professeur disait, que les personnes qu'on envoie, par exemple les enfants, parfois ils n'ont pas la taille. Il serait peut-être que s'ils étaient enfouis et qu'on venait verser, ils seraient peut-être moins. Mais de toutes les façons, on se rend quand même compte qu'au-delà de cette responsabilité, de cette irresponsabilité de l'ensemble des populations camerounaises, les actions prises sont suffisamment limitées au vu de la démographie qui est elle-même tout le temps grandissante. Les autorités qui, on ne sait pas si elles planifient, mais quand on lit le rapport, on se rend effectivement compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites. De le relancer, il ne faut pas le couper. Oui, beaucoup de choses sont faites, mais on ne sent vraiment pas. Juste un mot. Vous dites, monsieur le maire, il faut sanctionner. Et je vous donne un cas de figure. Vous avez un parent qui sort à 3h du matin pour aller au travail. Vous avez la maman, ça veut dire la maman de maison, qui sort également très... C'est le parent qu'on sanctionne. Ça ne blague pas. La citoyenneté, c'est pas une affaire de... C'est les autres qui sont responsables. D'accord. Encore que les majeurs sont responsables des fautes commises par les mineurs à leur charge. C'est prévu dans le code pénal et le code civil du Cameroun. Merci. Alors, pour vous, pourquoi nos villes sont sales? Devant le chorus qui tend à incriminer davantage les pauvres citoyens au détriment de l'État, moi je vais me positionner peut-être en avocat des pauvres Camerounais qui sont plus victimes de l'insalubrité que responsables. Moi je ne peux pas déresponsabiliser l'État à ce niveau. Et deux clichés me permettent de le démontrer. Premier cliché, lorsqu'un camion de ramassage d'ordures passe, il klaxonne. Qu'est-ce qu'on observe? C'est une ruée des populations vers le camion de ramassage. Le message, c'est quoi? La poubelle était stockée. La poubelle était stockée. 1. 2. Les Camerounais sont conscients de ce qu'ils doivent vider la poubelle au bon endroit. S'ils stockent malgré les bacs en route, c'est qu'ils savent quelque part que le bac est problématique. Deuxième cliché, j'ai observé à Yaoundé depuis pratiquement 4 ans l'existence des bouteilles en métal qui servent de réservoir ou alors de récupérateur des déchets plastiques. Ceux qui ont initié ce projet se disaient que non, les Camerounais ne vont pas adhérer, mais au bout de pratiquement 6 mois, ces petits réservoirs sont régulièrement remplis. C'est la preuve que le citoyen camerounais est prêt à travailler dans le sens de vivre dans un environnement plus propre. Mais est-ce que toutes les politiques publiques garantissent toutes les commodités nécessaires pour que nous ayons des villes propres? Moi, je vais répondre sans embâche en disant non. Quand vous parlez de politique publique, vous faites référence à quoi? La disponibilité des lieux d'assainissement, l'assainissement régulier, et l'autre problème qui est davantage un problème structurel, c'est la répartition des compétences en matière d'hygiène et de salubrité et d'aménagement du territoire. Qui doit faire quoi, où, quand? Est-ce qu'il a les ressources nécessaires pour mener à bien sa politique? Et à ce niveau, il y a un phénomène... Le Code général des collectivités territoriales répond à cette question. Le Code général des collectivités répond à cette question. Mais on a doté le Cameroun d'un code sans les réformes structurelles qui vont avec. En matière d'hygiène et de salubrité, il y a un premier problème. Le ministère que l'on indexe toujours, c'est le ministère de l'Habitat et du Développement urbain. Voyez-vous, les terminologies sont porteuses de symboles, elles sont aussi porteuses de sens. On a mis habitat avant le développement urbain. C'est tout dit. Nous sommes donc dans des villes où l'habitat précède le développement urbain. Oh, c'est le développement urbain avec la notion d'éducation. Avant de savoir où est-ce qu'on va jeter la poubelle. Voilà. Le développement urbain, c'est la garantie de toutes les commodités liées à la ville. Le traçage des quartiers, l'existence de points d'eau, l'existence des points d'assainissement, des bacs à ordures, l'existence des hôpitaux, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est donc après avoir... Vous êtes idéaliste, parce que dans la réalité, c'est l'habitat
qui précède le développement. C'est ce que vous dites là. Non, moi je parle des faits, je fais un constat. Oui. Je dis nous tous sur ce plateau, nous tous sur ce plateau savons que à Yaoundé, l'habitat a précédé le développement urbain. C'est pas ça, monsieur? Non, ça n'a pas toujours été le cas. Moi, je reste dans le cliché de la terminologie. Moi, je parle des faits. J'attends qu'on m'apporte un exemple qui ne soit pas. Comment nous sommes atterris au ministère, au MINDU, dans sa forme actuelle? Nous sommes partis d'un ministère de la ville. Après le ministère de la ville, nous avons eu le ministère de l'urbanisme et de l'habitat. C'était déjà bien. Pensez d'abord l'urbanisation avant l'urbanisme de l'habitat qui a précédé la ville. La ville. Après, le ministère de l'urbanisme et de l'habitat a été créé dans les années 77. Voilà. Et c'est vers les années 2000 que le ministère de la ville a été créé. Et ce ministère a disparu lorsqu'on a fait la réforme de, je crois que c'était en 2011 par là. Le ministère de l'habitat et du développement urbain. C'était d'abord développement urbain et l'habitat. Oui. Donc c'est après qu'on a transformé, on a inversé habitat et développement urbain. Mais bon, dans tous les cas, quel que soit, pour rebondir un peu sur ce que vous avez dit, quelle que soit la terminologie, il faut dire seulement que en réalité, nous on n'a pas, ça dit que nous on n'a pas une culture de planification. Même quand on fait des planifications, c'est des planifications sur papier. Avant d'arriver à la planification, moi je pense qu'on fait beaucoup plus de restructuration. Au Cameroun, on résout les problèmes, on ne les prévoit pas. Ça, c'est un fait. Et c'est pour ça que j'étais en train de penser qu'il était idéaliste. Parce que je prends un exemple. Vous allez voir aujourd'hui, dans notre ville, à Yaoundé ou à Douala, on va casser beaucoup de maisons. Ça s'appelle restructuration urbaine. Parce qu'il y a des quartiers où les gens ont construit de manière spontanée. Et demain, on va vous dire que l'autoroute qui part de Simaline va passer par là. Et on va vous casser. Parce que ça n'a pas été en amont. Ok, merci pour cette eau que vous apportez à mon moulin. Mais pourquoi j'utilise cet axe de réflexion? C'est pour dire, pour mettre en lumière le mauvais message qu'on a tendance à envoyer aux populations. Les populations fonctionnent comme un ordinateur. C'est ce que nous mettons en termes de logiciel qui nous sera servi. Moi, je refuse qu'on pense que les populations sont ontologiquement inciviques ou alors ontologiquement contre la citoyenneté. Il y a quelqu'un qui dirige le pays. La personne qui dirige le pays, on va l'appeler trivialement l'État. Mais ce sont les pouvoirs publics à travers le gouvernement, les démembrements qui sont mis en place. À l'heure actuelle au Cameroun, dans les grandes villes, il y a un problème de ramassage d'ordures. Il est récent, parce qu'il y a 5 ans, il n'y avait pas ce problème. Quelles sont les causes de l'incapacité à ramasser les ordures? Mauvais état des routes. Entre autres, mais celui-là arrive après. Le premier problème, c'est la non prise en compte de la pression démographique. Parce que le volume d'ordures a augmenté, mais nous, on s'est dit qu'on va toujours faire comme on faisait il y a 2 ans. Deuxième élément, le non-transfert des ressources financières nécessaires. Parce qu'à un moment donné, Isacam s'est plein. Et qui devait Isacam? Ce n'était que le ministère des Finances. Alors que le Code a attribué la gestion des ordures aux collectivités territoriales décentralisées, qui curieusement, ce n'est que dans les grandes agglomérations où il y a les mairies de ville qu'Isacam traite uniquement avec les mairies de ville. Mais quand vous allez dans l'arrière-pays où la mairie de ville n'existe pas, vous vous rendez compte que c'est les maires qui traitent directement avec Isacam. Et puis pourquoi centraliser? Donc il y a toutes ces questions qui font que il faut nécessairement des réformes structurelles. Et il ne faut pas minorer l'apport en termes d'éducation. Seulement l'éducation ne peut fonctionner que là où toutes les commodités ont d'abord été mises en place. En 5 secondes, je vais sortir par là. Parce qu'il y a des gens qui salissent de mauvaise foi, il y a des inciviques, il y a des citoyens qui salissent de bonne foi. Parce que quand vous arrivez en route, il y a les agents de police municipale maintenant, qui lorsque vous arrivez en route pour vider le bac, et qu'il est plein, vous interdisent de verser vos ordures. Vous allez verser vos ordures où? Il y a ce problème. Donc, il faut qu'on distingue bien les citoyens de bonne foi et les citoyens de mauvaise foi. Garantissons d'abord toutes les commodités que le mot ville nous impose. Et à partir de là, éduquons nos populations. C'est peut-être un problème de politique publique, la responsabilité des citoyens, la responsabilité, comme vous le dites, de ceux qui sont chargés de conduire ces politiques publiques-là. Mais il y a un phénomène que nous observons dans toutes les villes camerounaises, le phénomène des mototaxis. C'est un service
qui est rendu à la population camerounaise, à ceux qui habitent les grandes villes. Mais en même temps, on peut questionner la relation entre ce service rendu et l'insalubrité. Est-ce que le phénomène des motos-taxis, tout en facilitant la mobilité urbaine, ne crée pas beaucoup plus d'insalubrité? Ok. Je voudrais répondre du moins à cette question. On reviendra toujours sur ce que c'est que la ville, définie par les autorités d'un pays, des objectifs qu'on veut pour cette ville, du type d'éducation. Mon journaliste parlait du logiciel qu'on met dans la tête des populations. Parce que les motos-taximans que vous évoquez sont une énorme solution, mais un gros problème en même temps. Je ne comprends pas que depuis près de bientôt combien déjà, les années 2007 où les premières motos-taxis ont commencé à évoluer dans la ville, que l'État n'ait pas su imposer, peut-être 2002, les années 2000, en tout cas, l'État n'a pas su imposer les commodités de base en termes de sécurité même déjà des motos-taximans. Ils n'ont pas de casque, ils sont pas très hygiéniques, on parle toujours de la saleté. Ils imposent une manière même de faire parfois aux forces de l'ordre, aux mairies. À Douala, c'est un phénomène plus... Parfois, par leur nombre, on a souvent l'impression qu'on a affaire à une milice. Et il y a même des codes de conduite où le bâchage, par exemple, la moto est faite pour porter 2 personnes devant des policiers, qu'ils soient de la police municipale ou de la police. Tout ça participe de ce que en sciences sociales on appelle le désordre urbain. Donc, nous sommes dans un état de désordre urbain généralisé par l'aménité même environnementale de nos bâtisses, l'aménité humaine, c'est-à-dire que les populations qui marchent, on pourrait conclure que les Camerounais sont particulièrement sales. Je ne vais pas dire... je ne vais pas entrer là-dedans parce que même à l'intérieur, mais l'activité des motos-taxis, c'est une source de revenus pour les collectivités. Oui, en même temps. Parce que vous prélevez quand même des impôts, des choses comme ça, des taxes, etc. Je vais vous aider à mieux formuler. L'activité des motos-taxis aurait été une source de revenus pour les collectivités territoriales parce que ce n'est pas le cas. Je vais vous donner un exemple. Quand vous voyez la quasi-majorité des motos qui font le transport clandestin, ils n'ont même pas d'assurance. Quand vous leur demandez de payer l'impôt libératoire, c'est encore extraordinaire, donc n'y pensez même pas. Qu'est-ce qu'ils vont payer à la mairie? Pour la majorité des cas, ce sont des syndicats constitués qui vendent les mairies. Si on peut chuter. Que font les mairies? Vous avez abandonné, vous avez démissionné? Il faut savoir une chose, c'est que les mairies sont des collectivités territoriales décentralisées. Quand on parle de décentralisé, on parle d'une déconcentration du pouvoir de l'État. En réalité, les forces de maintien de l'ordre qui appuient l'action de l'État, parce qu'il faut savoir que la violence légitime appartient à l'État et exclusivement à l'État. La mairie, la police municipale est strictement interdite d'être violent. Je prends pour référence le décret du président de la République 2002. Le policier municipal est un conseiller, un encadreur, quelqu'un qui accompagne. Ce n'est pas quelqu'un qui vous porte violemment et qui vous met en cellule. La mairie n'a pas de cellule. La mairie n'a aucune contrainte. Lorsqu'il faut prendre des décisions pénales, le magistrat municipal est incompétent. Il faut donc solliciter un magistrat pénal, un magistrat de la cour. Et pourtant, on observe la violence et la contrainte quand il faut saisir les motos. Je recommence. Permettez. Carrefour sous-préfecture Tinga, permettez. Je recommence. Moi, je cite ici les textes. Le décret de 2002, signé par le président de la République, est clair. Le policier municipal n'est pas autorisé à utiliser la violence. Il peut se faire assister, dans ce cas-là, par la police nationale ou par la gendarmerie, et en assistant la police et la mairie, donc il peut bénéficier de leur violence. Ça veut dire, si un gendarme va arrêter quelqu'un et la personne violente le gendarme, la police municipale peut aussi utiliser la violence
pour assister le gendarme ou le policier qui, dans ce cas-là, est en légitime violence. Ce que je veux faire remarquer ici, c'est que, en fait, je reviens sur ce que je disais, les mototaximens en général sont des gens qui font un transport clandestin, non contrôlé et parfois accepté et toléré par l'État. Le véritable problème de notre pays, c'est ce qu'on appelle la tolérance administrative. On va chuter par là. Parce que l'État est conscient qu'il n'a pas suffisamment d'emplois pour pouvoir en fait employer tous les jeunes, parce que l'État est conscient qu'il n'y a pas suffisamment de structures pour pouvoir employer tous les jeunes. L'État dit bon, on va quand même leur tolérer de vivre dans ce désordre, parce que oui, les tickets que ces syndicats vendent, c'est au su de l'autorité administrative, très souvent encadré par le préfet, parce que les associations ici obtiennent leur... Mais est-ce que les textes camerounais interdisent par exemple que la municipalité, votre municipalité, organise le transport au sein de la collectivité pour limiter le désordre urbain créé par ce que je voudrais qu'on remarque ici, c'est qu'en réalité, pour que l'action de la mairie soit porteur, il faut que cette action soit soutenue par l'État. Si la mairie ne peut pas être un pays dans un autre pays, pour que nous puissions faire quelque chose qui ait un sens, il faut que l'État, il n'y aura aucun maire au Cameroun. Je vous prends les exemples, j'ai souvent pris ça. Je me souviens de la mairie de Douala 3e dans la mandature précédente qui pensait qu'ils pouvaient travailler parce que c'est le SDF. Mais ils ont fini avec un bilan désastreux. À peine ils ont perdu la mairie que toutes les routes de leur commune avaient été bitumées parce qu'ils n'avaient justement pas la compétence de pouvoir le faire. C'est l'État qui accompagne au moyen des BIP, au moyen de tout ce que ça fait pour permettre à la commune de travailler. La commune seule n'a aucun... Il faut savoir une chose, même quand la commune peut contacter un crédit à l'étranger pour trouver un partenaire pour travailler, il lui faut des garanties de souveraineté. Alors, qui sont aussi données par le CAPA, en fait par l'État. Professeur, oui. Vous êtes dans ce champ-là. Nous parlons des mototaxis. C'est un service qui est rendu, un service public qui nous est rendu. Nous qui n'avons pas de voiture, nous qui habitons des quartiers un peu d'accès difficile, cela est possible. Quel est le regard que votre structure jette sur l'activité des mototaxis? Bon, il faut se dire que la croissance des mototaxis est allée de pair au Cameroun avec la croissance de la pauvreté. C'est-à-dire que quand le niveau de pauvreté des citoyens a augmenté, les mototaximens sont nés et c'est allé de pair également avec la réduction des services publics de transport. Vous vous rappelez que le seul organisme de transport de masse qui existait au Cameroun, c'était la SOTUIC, et ça a été fermé depuis longtemps. Et il ne restait que les taxis classiques, c'est-à-dire que 4 places, une taxi par 4 places, pour pouvoir faire tout, pour pouvoir régler tous les problèmes de transport. Mais il faut se dire quand même que les taxis peuvent être suffisants quand on a des villes de moins d'importance. C'est-à-dire que les villes de moins d'importance, avec quelques taxis, on peut gérer le transport. Mais vous êtes d'accord que c'est quand même une source d'insalubrité dans nos villes? Oui, bien sûr. Bien sûr qu'en réalité, c'est que quoi? C'est-à-dire que les villes se gèrent de manière harmonieuse avec le transport en commun. Il ne faut pas se leurrer. Parce que, par exemple, un bus, c'est l'équivalent, par exemple, de 10 taxis, voire plus, en un seul trajet. Un bus, c'est l'équivalent de 70 motos quand c'est régulier. Voilà. C'est-à-dire qu'un bus, c'est l'équivalent de 70 motos. Or là, maintenant, présentement, à Yaoundé, à Douala, se débrouille un peu, mais c'est encore très, très minime. À Yaoundé, il y a les services par bus qui sont débrouillés, mais on a vu que ça ne marche pas. Parce qu'en principe, un service de transport en commun, c'est l'État. C'est-à-dire qu'un particulier ne peut pas dire que tu organises le service de transport en commun. Mais Sokatu n'est pas l'État à Douala. Non, mais le Sokatu à Douala, il faut se dire que la communauté urbaine de Douala subventionne le Sokatu. Hein. Oui, effectivement. Ne voyez pas que... Donc le maire ne peut donc pas dire qu'ils ne peuvent rien faire. Parce que par exemple à Bonanjo, la moto ne circule pas à Bonanjo. Pourquoi? C'est la mairie, a réussi à mettre de l'ordre. Pourquoi les autres mairies ne font pas ça? Circulables. Le problème, c'est que c'est difficile. Le mototaxi, je suis d'accord avec le professeur, vient avec la croissance de la pauvreté. Mais il y a aussi la pression de la démographie et l'extension de nouvelles villes dans l'irrespect des normes de l'habitat. Parce qu'il y a un problème de route. Il y a des axes que les taxis ne peuvent pas emprunter. D'abord à cause de l'étroitesse et à cause de la dangerosité des zones en question.
Quelqu'un a dit, a fait un post sur Internet en disant, on nous dit que la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt, mais dans mon quartier, tu ne peux pas te lever tôt parce qu'on va t'agresser. Donc, il y a ce phénomène, et moi je dis, les mairies sont totalement responsables. Parce qu'il y a un volet de l'action que les mairies peuvent mener en attendant les appuis financiers de l'État. Les maires peuvent proposer des nouveaux tracés de route. Ce sont les maires qui sont responsables des plans de construction en travaillant de concert avec le ministère chargé de l'aménagement du territoire. Et là, j'ai même un problème encore à ce niveau parce que je pense qu'il n'est pas normal que l'aménagement du territoire ait été accolé à l'économie. L'économie devrait être là pour nous chercher les financements et l'aménagement du territoire devrait rentrer au niveau du ministère de l'urbanisme, de l'habitat ou du développement urbain. Parce que c'est assez difficile que ce soit, qu'on vous responsabilise de planifier la gestion urbaine, mais que ce soit une autre personne qui gère l'aménagement du territoire. La planification et l'économie vont ensemble. On ne peut pas planifier sans argent. Vous ne pouvez pas dire ça. Bon, c'est un autre débat. Monsieur le maire, qu'est-ce qui empêche, qu'est-ce qui fait que les mairies laissent les gens s'établir, bâtir, dans l'irrespect des servitudes, sans permis de bâtir? Là, ça relève de votre compétence. Je peux vous dire que ce n'est pas forcément la compétence du maire. Ça, vraiment, je veux vous rectifier. Parce que, en fait, attendez, délivre le permis de bâtir? Attendez d'abord. Oui. Avant le permis de bâtir, il y a la maîtrise du sol. Oui. Aucune mairie au Cameroun n'a la compétence de la maîtrise du sol. La maîtrise du sol, c'est le ministère des Domaines et des Affaires. Les permis de bâtir sont attendez que je vous dise non. Attendez. C'est pourquoi on est au même niveau d'information. Le permis de bâtir au Cameroun, il y a combien de constructions qui ont le permis de bâtir? Non, permettez. Donc déjà assez faible. Laissez que le professeur prendre la parole. Ça dit que les constructions avec permis de bâtir au Cameroun, ça ne représente pas 15% dans les villes vraiment où ils se débrouillent bien. Donc il y a 80% qui le font, c'est des constructions sans aucun permis. Et ensuite, quand on parle même de planification, moi je suis un urbaniste. Quand on parle de planification, la planification urbaine doit être en corrélation avec la planification du sol. Or, au Cameroun, par exemple, c'est deux ministères différents qui gèrent l'urbain et le sol. Le ministère de l'urbanisme et de l'habitat et de l'urbanisme, il n'a pas un droit sur le sol. Le ministère des Domaines, qui a le droit sur le sol, ne fait pas la planification. Donc ce qui fait que quoi? Ce qui fait que on a mis des instruments sur pied, par exemple comme les lotissements privés et les lotissements municipaux et tout ça. Mais je veux m'attarder beaucoup plus sur les lotissements privés. Parce que les lotissements privés, c'est là où on a le gros souci en termes d'occupation de sol au Cameroun. Parce que quoi? Un lotisseur privé, quelqu'un qui est allé par exemple se battre pour avoir son titre foncier sur son terrain de 5 hectares, c'est-à-dire que dans la banlieue de Yaoundé ou la banlieue de Douala ou d'Impo, quelle ville, il va venir maintenant chercher à faire son plan de lotissement. Donc il fait un saucissonnage dans le but d'optimiser les parcelles, le plus grand nombre de parcelles. Donc ce qui fait que en réalité, le gars ne fait pas les routes aux dimensions qui sont prévues dans le plan de planification de la ville. Donc, il ne met pas les emprises telles que c'est prévu. Il ne met pas des emprises prévues, par exemple, pour les équipements, alors que la loi dit qu'il faut le prévoir. Et de l'autre côté, la même loi prévoit que quoi? Ça dit que, normalement, quand tu es un lotisseur privé, avant que tu ne puisses vendre ton terrain, il faut que tu fasses tous les aménagements de route. D'accord? Il faut que tu aies eu c'est-à-dire qu'on va dire l'autorisation de la commune qui valide ton plan de lotissement. Alors ce qui se passe sur le terrain, c'est que quoi? Nous avons les géomètres qui font ce qu'on appelle le traçage. Le découpage. Le découpage en réalité. Le géomètre fait le découpage. Il n'y a aucun urbaniste qui est associé. La commune n'est pas associée. Et comme c'est eux qui donnent les titres fonciers par morcellement, à travers de ce plan de découpage, il ne va pas attendre que la mairie se prononce sur le plan de lotissement. Quel est le lien avec l'insalubrité? Est-ce que c'est cette démarche? Attends que je vous dise quel est le lien. Le lien, c'est ceci. Regardez par exemple dans les quartiers. Vous avez par exemple une route qui commence à 10 mètres en prise
Et ensuite, ça se rétrécit à 6 mètres. À 6 mètres, souvent même à 4 mètres. D'accord? Et même des endroits où c'est à 3 mètres. Ça veut dire que quoi? Vous avez votre terrain de 5 hectares. Moi, je suis votre voisin avec mon terrain de 6 ou 7 hectares. Lui, il est avec son terrain de 3 hectares. Nous avons fait nos plans de lotissement qui ne se concordent pas. D'accord? Qui ne se concordent pas parce qu'en principe, la mairie qui a le droit de regard sur la planification de sol, c'est-à-dire que son rôle est minimisé dans l'approbation. Comme son rôle est minimisé dans l'approbation... Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut plus de coordination entre ces différentes entités. Il faut... Non, est-ce que les mairies, vous sentez que vous n'avez pas... En principe, le texte, même si le texte est respecté, il ne devrait pas avoir de problème. D'accord. Parce que si le texte est respecté... Et qui veille au respect des textes? C'est l'État. Alors, monsieur le maire, vous avez la parole tout à l'heure. Je voudrais embrayer le professeur pour revenir sur le poste, en fait, le plan d'occupation des sols, le PDU, le plan directeur d'urbanisme. C'est 2 documents indispensables aux communes. Le plan d'occupation des sols, c'est un plan qui est établi par l'État, pas par la mairie. Parce que une fois qu'il est fait, c'est sur la base de ce document qu'on approuve les plans de lotissement. Parce que le plan d'occupation des sols dit qu'à tel endroit il y aura un stade, à tel endroit il y aura l'autoroute, à tel endroit il y aura une ligne de ceci. Maintenant, vous qui avez votre terrain, il y a des gens qui ont le terrain qui n'a pas une seule parcelle, parce que tout le terrain est occupé par des équipements publics. Donc vous avez un titre foncier de 6 hectares. Au moment où vous voulez construire, on vous dit que vous ne pouvez pas construire sur votre titre foncier. Vous dites mais pourquoi c'est mon terrain? Oui, c'est votre terrain. Mais l'autoroute, par exemple, si Malène Yaoundé va passer sur votre terrain, il va prendre la quasi-totalité de votre parcelle. Il n'y a plus rien qui reste pour vous. Maintenant, comment expliquer ça aux citoyens qui lui sait qu'il a hérité le terrain de son papa, de son vivant et qui doit construire? Mais le titre foncier lui donne droit à une indemnisation. Donc c'est un avantage pour lui. Permettez que je continue. C'est dans cette logique-là que vous allez voir aujourd'hui que beaucoup de gens, premièrement, ne peuvent pas obtenir un permis de bâtir, mais construisent quand même. Il y a un abus qu'on a appelé aujourd'hui le droit de permis de bâtir, en fait, le défaut de permis de bâtir. Quand quelqu'un construit et qu'on vient, on dit pourquoi tu as construit, on lui dit tu vas payer une amende de simple police, que ça qu'on appelle le défaut de permis de bâtir, parce que tu as construit sans permis de bâtir. Et c'est régulier dans toutes les communes du Cameroun. Et c'est ça qui rend vos communes, nos villes sales. Ça, un peu? On doit revenir sur nos villes sales. Ce qui rend nos villes sales à la base, ce n'est pas un problème de planification. Mais il faut savoir qu'une ville qui n'est pas... Le problème c'est que vous voulez... Non, en fait, vous voulez vous éloigner de la responsabilité de la collectivité territoriale. Je vais vous expliquer très rapidement. C'est qu'on a parlé, par exemple, sur le problème d'insalubrité, on a parlé, par exemple, du problème de voirie. D'accord? C'est-à-dire que tous ces phénomènes combinés, c'est-à-dire que accélèrent la mauvaise ou la bonne qualité de la voirie. Vous comprenez? Or, si la voirie n'est pas là, même si on a un camion pour entrer dans un quartier, le camion ne pourra pas entrer. Il ne peut pas. Donc ce qui suppose que, comme le citoyen par exemple a ce que nous appelons une distance psychologique qui peut se déplacer pour jeter ses déchets, dès que les infrastructures pour stocker les déchets sont loin, il va aller balancer dans les cours d'eau, dans les espaces isolés dans le quartier. Parfois même il va balancer derrière la maison et les torrents d'eau qui arrivent vont faire couler dans les drains et ainsi de suite. Et si vous me donnez une seconde de plus, c'est vrai, je voudrais rappeler que, qu'on le veuille ou non, la quasi-totalité des villes du Cameroun sont en cours de construction. Ça veut dire qu'on n'a pas de villes déjà planifiées et on vient, on les respecte. Il n'y a pas. Et vous allez encore voir le dernier. En 5 secondes, le volet pédagogique est très important. On va revenir sur les solutions tout à l'heure. J'aimerais qu'un seul maire vienne me démentir ici qu'il a déjà organisé ne serait-ce qu'une réunion avec les différents propriétaires terriens de sa commune pour les sensibiliser. Pour leur dire, lorsque vous vendez même le terrain, lorsque vous cédez des parcelles aux gens, tenez compte de ceci, tenez compte de cela. On ne voit pas les maires dans les quartiers. On ne voit jamais le maire. On ne les voit qu'en période préélectorale. Il faut déjà savoir que quand on parle de matière foncière et que le maire vient devant un propriétaire, il va lui dire tu me sais à quoi? Non. Permettez que je finisse. Parce que dans toute la procédure d'obtention de titre foncier, on n'a pas impliqué le maire. Le dernier texte de 2015
voulait que le maire fasse partie de la commission consultative. Jusqu'aujourd'hui, il est présidé par le sous-préfet et il n'a jamais invité le maire. Quand ici le message porté, il invite tout le monde, jamais un maire. Comment vous voulez que le maire... C'est le maire qui veille à l'application du plan d'occupation des sols. Tout à l'heure, nous avons c'est à lui dit que revient la responsabilité d'alerter l'État central du non-respect du poste. l'insalubrité dans nos villes qui rend nos villes sales. Ils forment la brigade de civisme et anti-insalubrité. Riposte face à la double épidémie de saleté et d'anti-citoyenneté sur laquelle croule Yaoundé, nom de code de l'opération discipline urbaine. Et on se déploie sur 2 terrains. D'abord celui de la sensibilisation pour rappeler la loi à ceux qui l'ignoraient jusque-là. Aux autres, déjà sensibilisés, un langage plus adéquat, la répression. Oui, après plusieurs alertes douces, c'est à la force publique de parler. À la tête des gros bras de l'ordre et de la salubrité, le maire de la ville, la mission, libérer les emprises publiques obstruées. C'est un combat permanent pour nettoyer globalement la ville. Nous avons mobilisé 28 camions à raison de 4 camions par commune d'arrondissement. Une action copiée et collée à Yaoundé 7, où le maître de lieu a arboré son gilet de civisme et ses bottes de devoir. Nous sommes à l'action pour la discipline urbaine, pour les problèmes d'assainissement, pour les problèmes de moralisation. Ça circule et ça respire mieux. En termes de ramassage d'ordures, il y a quand même une amélioration. Nous devons nous responsabiliser. À Yaoundé 4 et 5, les équipes sont en ordre de bataille. La commune de Yaoundé 5 a mobilisé plus de 100 éléments. Et pour compléter cette symphonie d'hygiène, Isakem se met aux côtés des troupes en appui. Tous les mécanismes qui concourent à faire de Yaoundé une ville propre se remettent en place. Un déploiement qui laisse espérer, s'il ne se suffit pas, un autre visage, cette fois-ci plein de charme, au siège des institutions. Des caniveaux qui respirent et les eaux de ruissellement peuvent de nouveau passer. Quand les caniveaux sont bouchés, l'eau va chercher à traverser, à passer même sur la chaussée, le bitume va se dégrader, ainsi de suite. Pour ces autres éboueurs affectés au ramassage, la bataille quotidienne se mène autour des tas d'ordures. Par jour, nous collectons environ 435 tonnes jour. Même comme ça, on n'arrive pas à résorber le surplus d'ordures qui vient. Alors, pour une capitale sous la pression d'une production de déchets sans cesse croissante, la mairie de la ville a opté pour une stratégie à 2 partenaires. Cet impact est amoindri parce qu'il y a l'incivisme. On finit de balayer, il y a d'autres qui viennent salir. Ça fait que parfois, tout de suite, c'est propre ici. À l'instant, quand on tourne le dos, il y a que d'autres qui viennent salir. Les directives du Premier ministre chef du gouvernement exigent une cure générale. Les questions qu'on se déploie davantage, qu'on mène davantage de grosses opérations pour pouvoir résoudre toute la production en termes de déchets. Les perspectives, c'est de pouvoir enlever les 3000 tonnes d'ordures produites à Yaoundé chaque jour. Et l'enjeu, c'est de faire en sorte que la ville soit propre, qu'elle soit vivable. De l'espoir pour rehausser le charme de la capitale, mais aussi pour de nombreuses familles qui vivent de ces activités d'assainissement de la ville. Le cadre urbain est un espace à la fois donné de la nature et une œuvre humaine. Son aménagement passe inévitablement par la mise en application de la réglementation, on en a parlé tout à l'heure. Cependant, nos villes semblent s'écarter de cette logique. Il faut que nos villes deviennent propres. Yaoundé, Douala, Bafoussam, Bamenda, etc. Il faut que nos villes soient des milieux de vie assez propres. Comment faire pour y arriver de manière efficace sans peut-être tout demander des moyens à l'État? Ce sera compliqué de ne pas demander les moyens à l'État parce que c'est l'État qui... Parce que nous avons l'habitude de nous cacher derrière l'État. Non, c'est l'État qui organise. Les responsables de la force publique refusent de faire leur travail. Et ici, il faut quand même convoquer un principe, on va dire naturel, c'est l'inséparabilité de l'être humain et de son environnement. Si nous vivons dans des environnements globalement sales, insalubres, non planifiés, etc., le résultat des courses, ce sont des maladies, c'est
c'est une paupérisation, c'est la promiscuité, c'est compliqué. Même dans la gestion des déchets, on ne l'a peut-être pas évoqué ici, les déchets ménagers, les déchets industriels, les déchets chimiques, toutes ces choses se mélangent et on se retrouve dans un capharnaüm généralisé. On ne peut pas... Les hôpitaux s'implantent sans prévoir d'espace pour les déchets d'hôpitaux. Les déchets d'hôpitaux, etc. Donc ça fait que de manière vraiment responsable en tant qu'agent de l'État, si tant est que nous, l'État définit ces différents objectifs, organise sa population, surtout sensibilise. Quand j'étais petit, il y avait le service civique de participation au développement. Il existe, il a été réactualisé, je crois, en 2016, par là. Les jeunes gens, les jeunes enfants, je pense que chez nous, au FDC, on a pensé même à remettre sur pied un service militaire obligatoire. Parce que, en tout cas, à moins de 18 ans, il faudrait que les jeunes et les uns et les autres rentrent dans un service civique. Que ce soit service civique, service militaire, qui doit être mué, service civique doit être mué à service militaire obligatoire. Parce que les attitudes comportementales d'un citoyen dans une ville, avant de devenir propriétaire terrien, c'est-à-dire avoir un titre foncier, on a été un jeune, on a été éduqué. Et si à l'intérieur du logiciel de l'éducation, on n'a pas mis les prémices ou les germes d'une responsabilisation en termes de conséquences de nos actions, la suite donne ce que nous vivons, où on va accuser des gens plus ou moins invisibles qui prennent peut-être des bakchiches. Demain on va se retrouver avec des déchets toxiques qui viennent, je ne sais pas moi de quel pays occidental, qui viendront être stockés. On va toujours dire qu'on ne sait pas, on ne sait pas. Notre État est un peu trop laxiste dans le suivi de la responsabilisation de ce qu'il faut faire. Et c'est un problème. Monsieur le professeur. Oui, je voulais dire que l'insalubrité en lui-même, c'est un problème qui est connu, qu'on arrive à gérer. Les populations, les ménages, d'une façon ou d'une autre, y contribuent positivement également, parce qu'il faut se dire que chez nous, par exemple, si on peut dire que le Cameroun aujourd'hui a un niveau assez élevé en ce qui concerne l'atteinte des OMD par rapport au domaine de l'assainissement, c'est surtout le concours des ménages et pas de l'État. Parce que chaque ménage, quand il construit sa maison, il se débrouille quand même pour faire une toilette qui est digne. Même si à la fin, certaines personnes n'arrivent pas à faire quelque chose de propre. Mais ce que nous avons constaté à travers les recherches qu'on a conduites, par exemple, à l'école polytechnique, on a vu que le ménage, même le plus pauvre qui se trouve à Douala ou Yaoundé, investit au moins 100 000 francs pour faire sa toilette. Donc 100 000 francs, c'est suffisant pour faire une bonne toilette. Sauf que le ménage n'est pas informé sur quelle qualité de toilette est adaptée à sa bourse. Donc je pense que là-dessus également, c'est l'État et les collectivités qui devraient prendre le relais pour les informer, par exemple, sur la qualité de toilette qu'il faut à partir de la bourse, de ce que le citoyen va investir. Si on prend par exemple la gestion des ordures ménagères de manière globale, parce que c'est là où l'insalubrité est très visible, parce que les ordures s'accumulent en route, donc on c'est visible par tout le monde. Alors ce qu'il faut se dire, c'est qu'à Douala ou à Yaoundé actuellement, donc les estimations que nous avons faites à Douala ou à Yaoundé, il faut à peu près 12 milliards par an pour qu'on arrive à collecter 65 à 70% des déchets qui sont produits par les ménages. Donc au fil du temps, ça va toujours augmenter parce que le machin. Donc, alors on se pose la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est les citoyens? Moi je crois que les responsabilités peuvent être partagées et la première responsabilité c'est l'État d'abord, en termes d'organisation à mettre en place. Si je vous cite par exemple un exemple à Ouagadougou, au Burkina Faso, ce que la ville de Ouagadougou a mis en place, c'est que quoi? C'est que pour la partie qu'on appelle la pré-collecte, c'est-à-dire que l'organisation qui permet aux ménages de sortir ces déchets de la maison jusqu'au bar à ordures ou bien des points de regroupement, c'est pris en charge entièrement par les ménages et pour éviter par exemple que chacun puisse aller lui-même
versé à même le sol, la mairie a mis en place des systèmes d'organisation où les jeunes sont responsabilisés pour aller prendre ces déchets-là des ménages vers les points de recoupement, vers les bacs à ordures qui sont mis en place. Donc ce qui fait que chaque ménage est obligé de payer une petite contribution financière aux jeunes pour qu'ils fassent ce travail. Et en amont, en aval, on voit vraiment qu'on ne peut pas, c'est-à-dire qu'on a un responsable. Si on voit par exemple que dans un bac à ordures, autour d'un bac à ordures, les déchets sont au même le sol, on sait que c'est le secteur de l'association X ou bien de l'organisation Y, c'est toi qui es responsable et c'est toi qu'on peut te saisir. Alors que maintenant, si on est dans un système diffus comme le nôtre là, on ne sait pas qui est responsable et là, on ne peut porter sur personne. On n'a qu'une seule société de ramassage. Monsieur le maire. Le Rwanda en a 16 à peu près. On prend des solutions. Il y a des associations comme le professeur l'a rappelé. On ne peut pas fonctionner au Cameroun. Dernièrement, on disait qu'il y a une seconde société de ramassage. C'était le Premier ministre et que ça allait être mis en place. Ça fait 3 ou 5 ans qu'on attend toujours. Isakam gère toujours. Deuxième société à Yaoundé. Voilà, Isakam gère toujours seul. Comment va-t-on s'en sortir avec la démographie, la population, etc., les voiries d'accès? C'est compliqué. Monsieur le maire, il y a une issue possible? Oui, je pense. Vous savez, en 2019, nous avons applaudi la décentralisation. Sauf que même nous, au niveau des collectivités territoriales décentralisées, nous n'avons pas pensé à appliquer la décentralisation telle que voulue par le code. Vous savez que dans le code des collectivités territoriales décentralisées, il y a un principe, en fait, il y a les associations qu'on appelle les comités de quartier. En fait, la manière la plus efficace de rendre nos quartiers propres, c'est que les chefs de quartier doivent présider, en fait, doivent superviser les travaux des comités de quartier qui ne sont pas déjà existants pour la quasi-majorité des quartiers. Quand vous avez dans un quartier un grand journaliste comme Séverin Aligambélé, un grand procureur, et que le chef de quartier lui dit il faut venir assister au nom du quartier, lui dit tu me fais choquant et tout, parce qu'il sait que le chef de quartier ne peut pas l'arrêter pour le mettre en cellule. On dit le peur du gendarme et le commandement de la sagesse. Nos chefs de quartier, on a beau dire qu'ils sont des auxiliaires d'administration, ils ne valent pas grand chose parfois face aux fonctionnaires qui habitent leur quartier et qu'ils doivent responsabiliser, encadrer. Du coup, on se retrouve aux gens qui sont plus forts, plus puissants que la loi, plus puissants que les textes mis en comité pour pouvoir s'auto-gérer dans les quartiers. Si les quartiers eux-mêmes s'étaient organisés pour pouvoir eux-mêmes collecter, curer leurs drains, ramasser leurs ordures, faire tout ce que ça faisait sous la supervision des communes, on serait plus efficace. Et même si on veut parler de contribution, comme le professeur l'a dit tout à l'heure, eux-mêmes trouvaient très citoyens que chaque ménage contribue peut-être 1000 francs ou 500 par mois pour le faire et ça serait aisé. Timothée, on est à la fin de l'émission. La solution à court, à moyen terme, c'est quoi? Déjà, les ménages sont prêts à contribuer. Beaucoup parmi nous, dans leur quartier de résidence, contribuent déjà 1000 francs, 500 chez quelques jeunes du quartier qui se sont organisés. Mais il faut que l'État joue son rôle en tenant compte de tous ces aspects. Maintenant, il y a un volet plus holistique qui doit être pris en compte. Nous avons aujourd'hui des CTD, principalement les mairies, qui sont énormes. Moi, j'ai participé à un séminaire organisé par ONU Habitat à Douala en 2018 qui a demandé au pouvoir public camerounais de refaire un découpage administratif. Quand vous avez des mairies qui ont la taille de certains départements ailleurs, les politiques publiques ne peuvent pas être efficaces. Plus c'est petit, plus on peut encadrer, plus on peut contrôler. 12 milliards juste pour ramasser les déchets, c'est trop. Commençons par tracer les quartiers. Vous allez observer un phénomène. Les quartiers les plus tracés, c'est-à-dire les plus urbanisés, sont moins sales que les quartiers populeux où rien n'a été classé. Donc il y a déjà ce problème-là, même avec le phénomène des mototaximens. Les mototaximens trouvent le terreau dans les quartiers non urbanisés. Quelqu'un va vous dire comment je fais pour arriver là-bas, en bas. Il n'y a que la moto qui arrive là-bas. Même le transport en commun ne peut pas arriver là-bas. Donc il y a ce phénomène qui voudrait que le gros du travail incombe à l'État et aux collectivités territoriales décentralisées. Dès que l'État va donner le ton, les populations vont suivre parce que tout le monde aime les bonnes choses et la salubrité est une bonne chose pour tout le monde. Merci messieurs, merci
d'avoir répondu à notre invitation. Vous voyez qu'on ne vous a pas appelé ici pour rien parce que vous aviez de la substance pour parler de ce sujet. Merci pour vos diverses contributions. Et certainement qu'on va se retrouver, Timothée, monsieur le maire, professeur, et puis monsieur Ekani autour. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition de Scène de Presse. C'était un sujet qui a été abondamment relayé par les journaux, à savoir que le gouvernement demande que nos villes soient propres, particulièrement pour le cas d'Yaoundé, et nous avons voulu saisir cette interpellation pour parler de l'insalubrité de manière globale dans nos villes. Merci. Bonne suite des programmes sur la CRTV. Très heureux, madame, monsieur, de se retrouver dans le cadre de soirée spectacle à la faveur des 10 ans de ex-Maléa au Cameroun. Semi, bonsoir. Bonsoir Lazare. Merci d'être au rendez-vous. C'est une soirée exceptionnelle. Exceptionnelle ce soir, que vous allez vivre. Aujourd'hui en compagnie des téléspectateurs, en compagnie des ex-Maléa. Absolument. Qui nous ont associés à cet événement. Oui. Bienvenue ici au Musée national du Cameroun. Absolument. Ancien palais présidentiel. Ancien palais présidentiel, un cadre prestigieux pour un événement comme les 10 ans. Comme celui-là. Semi, honneur aux dames, je voudrais vous permettre notre correspondante permanente en Occident qui est avec nous au Cameroun à l'occasion de planter le décor. Parce que c'était un spectacle, vous allez dire professionnel, vous en avez vécu. Absolument, absolument. Avec l'ex-Maléa. On a eu l'ex-Maléa à Paris.